Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Paivandi. Nous sommes vraiment tous très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette journée de travail du projet L pour cette conférence et puis effectivement pour les échanges qui vont avoir lieu ce matin. Alors, effectivement, moi, je suis très heureuse d'ouvrir cette journée de travail en fait une journée de l'Assemblée du consortium du projet L. Et puis, nous allons débuter donc, ce matin avec votre conférence. Alors, peut-être pour vous présenter en quelques mots, Monsieur Paivandi, vous êtes enseignant-chercheur, professeur en sciences de l'éducation, vous êtes rattaché au laboratoire d'ISEC de l'Université de Lorraine et dont vous avez été le directeur entre 2012 et 2017. Vous animez également l'axe pédagogie dans l'enseignement supérieur, apprendre et enseigner dans l'enseignement supérieur. Et puis, vous avez été membre du groupe de travail démarche qualité et évaluation des formations qui a été mis en place par la vice-présidente de formation et la délégation à l'aide au pilotage et à la qualité, notamment à l'Université de Lorraine entre 2013 et 2016. Et puis, vous êtes également chercheur associé à l'Observatoire de la vie étudiante depuis quelques années. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur cette question de la transition entre le secondaire et le supérieur. Vous avez écrit des ouvrages, vous avez écrit des articles que l'on peut retrouver notamment pour les universitaires sur nos bases de données. Vous avez notamment écrit avec Nathalie Younes en 2019 « À l'épreuve d'enseigner à l'université, l'enquête en France chez Peter Lang » et vous avez écrit en 2015 « Apprendre à l'université » qui, en tout cas, nous, dans le projet, elle est une référence dont nous avons tous, c'est pratiquement un livre de chevet pour nombreux d'entre nous. Alors, votre conférence ce matin s'intitule « La transition des néo-bacheliers vers l'université, enjeux, réalité et accompagnement des nouveaux étudiants dans la réussite ». Et cette conférence va nous permettre d'aborder la transition entre l'enseignement secondaire et l'université. Vos travaux, effectivement, présentent ce moment de transition au travers d'enquêtes fouillées, à la fois au niveau d'enquêtes, de statistiques, d'entretien, auprès des néo-bacheliers et d'étudiants plus avancés dans leur cursus. Vos recherches notamment mettent à jour les attentes et les difficultés rencontrées lors de l'arrivée à l'université. Vous revenez sur les différents processus d'apprentissage opérés chez les étudiants, la persévérance au regard des nouvelles temporalités d'apprentissage, mais également vos recherches vont aborder cette transition sociale, identitaire, ce changement de statut et les représentations et les vécus des étudiants arrivant sur les campus. Vos recherches abordent par ailleurs cette transition, les échanges qui suivront la conférence vont effectivement permettre d'ouvrir un débat, la discussion, notamment comment l'institution, parce que nous avons dans le public beaucoup de personnes qui travaillent à la fois dans le second degré et le supérieur, comment l'institution peut-elle prendre en charge une partie de ce travail, ce passage d'affiliation, d'intégration de ces néo-bacheliers, comment préparer en amont cette transition et comment accompagner dès la première inscription à l'université. Votre auditoire est composé ce matin des acteurs des deux académies, de Nancy-Metz et de Reims, mais aussi apparemment aussi d'Alsace, des acteurs du second degré, des acteurs de l'enseignement supérieur, qui soient en responsabilité d'établissement, qu'ils soient inspecteurs académiques, qui travaillent dans les services académiques ou universitaires liés à la formation, à l'enseignement, à l'orientation, à l'insertion, qu'ils soient enseignants ou enseignants-chercheurs, élèves et étudiants, doctorants, acteurs au quotidien de la formation, de l'enseignement, l'orientation et l'insertion. Cette conférence va s'inscrire dans les activités du projet L, qui veut dire accompagnement à l'intégration des lycéens dans l'enseignement supérieur, qui est un programme d'investissement d'avenir et plus particulièrement une orientation de ces programmes d'investissement d'avenir, action, territoire d'innovation pédagogique, et notamment dans leur volet préparation à l'entrée à l'enseignement supérieur. Ce projet L se réalise dans la région Grand Est, plus particulièrement en partenariat avec les académies de Nancy-Metz, de Reims et les universités de Lorraine et l'Université de technologie de Troyes, et évidemment l'Université de Reims-Champagne-Ardenne qui porte le projet. Ce projet porte surtout la philosophie de développer un écosystème de l'orientation avec des démarches innovantes sur des actions, des programmes innovants pour essayer de développer cet écosystème, en tout cas cette approche de culture de développement de l'orientation. Notamment, ce projet vise à donner envie aux jeunes de se lancer dans une démarche d'orientation et de qualité proactive, mais aussi de donner leur confiance et de limiter l'autocensure pour oser explorer l'horizon des possibles. Enfin, assurer une meilleure orientation à l'intégration des lycéens, quelles que soient leurs origines, leur parcours et leurs compétences. Donc effectivement, une ambition forte
de ce projet. Et une fois de plus, cette conférence vient effectivement approfondir nos réflexions de façon collective durant cette journée. Alors, avant de vous laisser la parole, M. Paivondi, encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et cette conférence aujourd'hui. Peut-être quelques mots de Maxime et de Lucie-Antoine qui vont gérer effectivement le chat et la manière dont va se passer la prise de parole, en tout cas les questions, après votre intervention. Bonjour à chacune et à chacun. Je suis Maxime, donc le chef du projet L, et je suis accompagné de Lucie Antoine, qui est psychologue de l'éducation nationale dans l'Académie de Nancy-Metz et qui est aussi chargée du projet L. Et nous allons tous les deux animer le temps de questions-réponses que vous vous adresserez à M. Paivondi. En gros, vous avez deux possibilités majeures de poser votre question. La première, en utilisant le fil qui s'appelle Q&R sur le format webinaire de Zoom, donc sans utiliser la discussion que vous êtes en train d'utiliser maintenant, mais en utilisant le fil juste à côté qui s'appelle questions et réponses, Q&R, et ça nous permettra de traiter plus facilement vos questions. Si vous préférez poser votre question à l'écrit, vous écrivez l'ensemble de la question, et puis Lucie et moi-même, on se fera relais de votre question. Si vous souhaitez la poser à l'oral parce que vous avez un micro, parce que vous pouvez parler, vous êtes dans un espace où vous pouvez vous adresser directement à M. Paivondi, dites-nous simplement dans ce fil questions-réponses que vous souhaitez prendre la parole et poser une question à l'oral. Et dans ce cas-là, on vous laissera la parole et on activera votre micro. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi activer votre caméra au choix, c'est optionnel. Donc, de toutes les manières, utilisez le fil questions et réponses, comme ça on les traitera les unes après les autres. Et ensuite, on vous laisse la parole si vous préférez poser à l'oral qu'à l'écrit. Emmanuel, c'est bon? On pose. Allez, on peut donner la parole dans ce cas-là à M. Paivondi. On vous remercie encore une fois d'avoir bien voulu accepter de dédier votre temps à ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je commence par remercier ma collègue, la vice-présidente de l'université, l'université de la formation, mais également les collègues impliqués dans le projet L à l'université de Reims, Champagne, Ardennes. Et je remercie vivement également toutes les personnes présentes lors de cette conférence parce que ce n'est pas évident de dégager une matinée comme ça pour une conférence pour un vendredi. J'espère qu'on aura un échange constructif jusqu'à la fin et que vous n'allez pas partir un peu déçus de cette matinée. Pour le plan de mon exposé, donc il y aura une partie introductive pour un peu présenter le contexte que vous connaissez, mais je préfère également partager cette partie très rapidement avec vous pour être d'accord sur quelques points clés. Ensuite, j'essaie d'aborder la problématique de la transition et ensuite l'enjeu de la réussite d'un apprentissage de qualité à l'université. Et la dernière partie de mon exposé est consacrée au dispositif de l'accompagnement en France, mais également ailleurs, parce que j'ai fait un rapport sur cette question il y a 2 ans, le rapport 2019 qui est disponible sur Internet. Et dans ce rapport, j'ai essayé de présenter une vue synthétique du débat scientifique, mais également des pratiques en cours en France et ailleurs. Je pense que le point de départ, c'est la transformation de l'université historique depuis la fin du XIIe siècle, l'université de Paris,
progressivement à l'université élitiste scientifique du 19e siècle, mise en place par William Humboldt à Berlin et ensuite imité et reproduit un modèle dans le monde entier, dont en France après la Troisième République, et ensuite l'émergence de ce qu'on appelle l'université de masse, c'est-à-dire une université qui doit être davantage au service de la société. Si on compare avec l'université au service des sciences pendant le 19e siècle et au début du 20e siècle. Et si on regarde les données macro en France, pour pouvoir aller, pour ne pas mettre beaucoup d'informations, je n'ai pas produit les chiffres depuis la période avant 75, mais si vous regardez depuis 75, on a vécu la phase 2 de la massification, une phase assez importante pendant 20 ans, entre 75 et 79, pardon, 95, et ensuite une phase 3 dans laquelle on voit au début donc une évolution plus timide et ensuite une accélération depuis quelques années de la massification, c'est-à-dire l'augmentation démographique des inscrits à l'université en bleu et dans le secteur non universitaire en rouge. Vous voyez que le secteur non universitaire a vécu une dynamique un peu plus importante, 2 fois plus importante en réalité si on prend les chiffres, que l'université, mais malgré tout cela, l'université aujourd'hui accueille 6 étudiants sur 10 inscrits en France. Et si on regarde également les données toujours macro, aujourd'hui, 55% d'une génération plus ou moins arrive à l'enseignement supérieur en France. C'est un chiffre très élevé comparé aux autres pays. Et les élèves qui quittent le secondaire, notamment ceux qui ont un bac avant la réforme récente, un bac général ou technologique, s'orientent très massivement vers l'université et une partie des bacheliers professionnels. Donc, cela veut dire que l'université n'appartient plus comme avant aux héritiers, comme disaient Bourdieu et Passeron dans les années 60, et elle ouvre sa porte aux nouveaux étudiants issus des groupes sociaux auparavant exclus de l'université, ceux qui ne venaient pas à l'université, c'est-à-dire ce qu'on appelle la première génération, c'est-à-dire les étudiants qui ont des parents sans avoir une expérience de l'enseignement supérieur dans la famille. Et donc, du coup, une des conséquences majeures de cette massification, c'est une hétérogénéité de plus en plus importante des publics étudiants et également les conséquences culturelles de cette massification, c'est-à-dire une rupture sociale et culturelle entre les universités, plutôt les universitaires, à mon avis, et leurs étudiants. Mais au-delà de cette évolution démographique conséquente en France, mais également partout en Europe ou ailleurs, on a vécu également, ou on vit encore, des mutations multiples depuis 30-40 ans qui exercent un impact majeur sur l'université. Les mentalités, les outils numériques et la demande sociale, les 3 pressions sur l'université. Et je pense que les mutations concernant les mentalités, les rapports que les hommes entretiennent entre eux et avec eux-mêmes, c'est peut-être la mutation la plus importante qu'on sous-estime dans les institutions scolaires, c'est-à-dire on fonctionne parfois comme si on faisait comme il y a 30 ans ou 40 ans. Et les conséquences directes de ces mutations, c'est la question de l'autorité, la question de la culture légitime, le rapport entre savoir utile et savoir désintéressé, et le rapport au savoir. Finalement, ce sont des questions les plus, en réalité, critiques dans cette mutation
humaine et la relation entre les individus dans la société actuelle. Et les institutions scolaires, de l'école à l'université, finalement, sont les lieux de rencontre des générations qui portent des cultures très différentes. Et donc, ces générations ou ces lieux plutôt sont à l'épicentre de la tempête, en réalité, que nous vivons dans les rapports humains, dans la société actuelle. C'est pour ça que l'école, l'enseignement secondaire et l'université sont très largement visés par ces mutations plutôt liées à la société et aux êtres humains. Quand on regarde les données aujourd'hui, on voit qu'au final, l'université massifiée, notamment le secteur universitaire, parce que le secteur non universitaire, oui, une autre réalité, on entre peut-être parfois dans ce débat, mais pas trop, parce que c'est l'université qui nous intéresse davantage. Donc, c'est l'accès à l'enseignement supérieur et l'accès au savoir ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est-à-dire, il y a un accès à l'enseignement supérieur, mais l'accès au savoir, c'est un peu plus compliqué. Et on voit à travers le nombre très important d'échecs de réorientation, de sorties sans diplôme dans l'enseignement supérieur, pas uniquement en France, parce que parfois, on a l'impression que ce phénomène est franco-français, mais si vous traversez le monde et la littérature sur le sujet, vous allez voir que même dans les universités payantes et sélectives aux États-Unis, au Canada ou en Australie ou ailleurs, vous avez également un taux assez impressionnant de problèmes, d'étudiants en difficulté dans le passage entre le secondaire et supérieur. Et beaucoup de chercheurs, beaucoup d'experts estiment que les universités peut-être n'ont pas pris suffisamment la mesure des changements en cours, à la fois démographiques et autres. Pour illustrer mieux la situation actuelle, j'utilise les données d'une enquête dans laquelle je suis impliqué actuellement, une enquête longitudinale. Entre 2014, on a interrogé des bacheliers de l'année 2014 et on les a suivis pendant 4 ans jusqu'à 2018. Et moi, j'ai essayé de voir le bilan de la première année de ces bacheliers qui ont quitté le lycée en 2014. Et vous voyez que la promotion, c'est-à-dire passage aux deuxième année, ce que j'appelle la persévérance 1, concerne en moyenne 54%, et qui varie considérablement selon les séries de bac. Le redoublement concerne à peu près 18%, la réorientation 21%, la sortie sans diplôme prématuré 7%, le même chiffre est 25% pour les bacheliers professionnels. Donc, ce tableau montre très bien que le passage est critique et les chiffres en parlent clairement, c'est-à-dire c'est pas facile pour tous les étudiants pour des raisons très variées et un des objectifs pour le ministère depuis 30 ans en France, depuis le début des années 90, c'était comment réduire les difficultés, comment réduire les redoublements ou la réorientation pour améliorer le taux de réussite à l'université. Ce passage entre le secondaire et le supérieur est critique pour des raisons très variées. Ce n'est pas la même chose que, par exemple, le passage entre le collège et le lycée ou le passage entre l'école primaire et le collège, même si là également on a des difficultés, mais à l'université parce que c'est un moment critique et un moment crucial de la vie de tout individu en réalité. Parce que tout à l'heure j'ai dit que on a 55% de génération entre l'enseignement supérieur, donc ça montre que c'est devenu une norme générationnelle. Terminer ses études secondaires concerne à peu près 80% des jeunes d'une génération aujourd'hui. Donc, ce passage à l'enseignement supérieur est un passage critique
aussi bien sur le plan individuel que social et intellectuel. Individuel, une autonomie matérielle nouvelle et un mode de vie différent. Le contrôle diminue, le contrôle familial et contrôle scolaire, et le rapport au temps change, le temps contraint est moins contrôlé, et il y a donc un relâchement parfois dans la vie des jeunes, mais également la vie affective très intense pendant cette période. Au niveau social, des relations sociales autonomes, c'est-à-dire on est invité à avoir des relations sociales autonomes et de nouvelles formes de sociabilité. Et enfin, la partie la plus importante en ce qui concerne notre débat, c'est la partie intellectuelle, c'est-à-dire on attend une nouvelle autonomie intellectuelle, un rapport au savoir très différent peut-être parfois par rapport à l'école, parce que là, il faut construire un avenir et aller vers un métier. Et donc, le savoir, l'apprentissage ne signifie pas la même chose que pendant la période scolaire. Une nouvelle façon donc d'apprendre, il faut pouvoir se doter d'un projet à l'entrée ou pendant les études supérieures. Et enfin, la temporalité, la question de la temporalité qui est souvent oubliée dans les débats, c'est-à-dire, quand je dis la temporalité, c'est le rapport qualitatif au temps, c'est-à-dire le moment de l'enseignement supérieur, le moment de l'université comme un moment clé de notre vie. Est-ce qu'on saisit les enjeux de ce moment clé? Est-ce qu'on est conscient par rapport à ce moment clé? Et si je prends cette dernière partie, c'est-à-dire les enjeux intellectuels, le nombre de recherches réalisées à travers le monde sur la qualité de l'apprentissage et le rapport à l'apprentissage dans le monde montre que c'est vraiment une question centrale, comment apprendre dans l'enseignement supérieur. Les premières recherches dans les années 60, les gens comme William Perry aux États-Unis avec la croyance épistémique ou la conception de savoir, les travaux scandinaves et britanniques sur la conception et l'approche de l'apprentissage, le style d'apprentissage également, les formes de la compréhension travaillées également, le métier d'étudiant en France, l'affiliation, la carrière d'apprenant et la trajectoire d'apprenant, la relation à l'apprendre, la perspective d'apprentissage dans mon propre travail, donc, et toutes les typologies qu'on présente qui dépassent largement la dichotomie qu'on utilise souvent en termes d'échec et de réussite à l'université, pour dire que la question ne s'arrête pas là. Et si vous regardez ces recherches, on voit très bien que le rapport à l'apprentissage ou la relation à l'apprendre, en réalité, autour de deux grandes tendances, la reproduction du matériel d'apprentissage par les groupes les moins engagés et la question du sens et de la compréhension personnelle chez un autre groupe d'étudiants qui s'implique davantage par rapport à ces apprentissages. Vous connaissez peut-être une des typologies les plus diffusées dans le monde, la typologie scandinave et britannique, australienne, autour de trois approches dans l'apprentissage: l'approche de surface, l'approche de profondeur et l'approche stratégique qui privilégie davantage la réussite et une stratégie pour pouvoir optimiser ses investissements. Et ces trois approches cohabitent à l'université. Et souvent, la première approche est appelée approche scolaire. En même temps, c'est parce que ça ressemble davantage à une pratique des apprenants qui parfois ne sont pas tout à fait conscients aux enjeux de l'apprentissage et se contentent de valider, avoir de bonnes notes, mais forcément, euh, sans forcément approfondir. Dans mon propre travail, j'ai parlé de la perspective d'apprentissage pour une raison simple, parce que je voulais que, dans mon travail, j'ai remarqué que apprendre est un acte situé dans le contexte de l'apprentissage. C'est-à-dire, on ne peut pas déconnecter apprendre et la situation dans laquelle l'apprentissage se déroule. Donc, j'ai détecté quatre types de perspectives chez les étudiants. La différence entre ma typologie et les autres, parfois, c'est un groupe qui est à l'université, qui est désimpliqué, en réalité, qui n'apprend plus
et qui est en voie de sortir ou de la marginalisation. Et souvent, ce groupe qui est très présent dans le groupe étudiant et moins travaillé par les autres typologies. Donc, c'est pour ça que, pour prendre uniquement cette dimension intellectuelle, l'enjeu intellectuel dans le passage entre secondaire et supérieur, au-delà des autres enjeux, quand on regarde les débats critiques autour de la performance universitaire, qu'est-ce que ça veut dire performance universitaire et en quoi on ne doit pas uniquement se contenter de la dichotomie réussite-échec quand on regarde le parcours d'étudiant, on voit aux enjeux de l'apprentissage universitaire et notamment les questions comme la mobilisation pertinente, la nécessité de mobiliser d'une manière pertinente nos connaissances, les liens entre les différents types d'apprentissage, apprendre à innover, à mobiliser l'esprit critique, à problématiser, à chercher. Et tout ça, finalement, montre qu'on est face à la question liée à la qualité de l'apprentissage plus que la validation des cours comme un des critères qui peut exister pour parler ou pour analyser l'apprentissage d'un apprenant, quel que soit le niveau d'ailleurs, mais à l'université avec l'enjeu, des enjeux très forts liés à l'apprentissage et au sens de l'apprentissage. Maintenant, on revient sur la question de passage de la transition entre secondaire et supérieur. La question de la transition ne commence pas par l'école, par l'enseignement supérieur. C'est-à-dire depuis l'école, on est face à cette question entre l'école et le collège, entre le collège et le lycée, et entre le lycée et l'enseignement supérieur. Souvent, nous ignorons les enjeux de ces passages. C'est pour ça qu'il n'y a pas une culture de la transition dans nos établissements. Ou, pour être plus prudent, je dirais plutôt, il faut dire peut-être la faiblesse de cette culture et pas l'absence, parce qu'il y a toujours des efforts. Et par exemple, on pense qu'un écolier entre au collège sans problème, il va comprendre quels sont les enjeux. C'est pareil entre le collège et le lycée. Parce qu'on sait très bien que les finalités de ces trois institutions sont très différentes. Et les exigences également, les attentes sont très différentes, mais on ne rend pas conscient, en quelque sorte, l'acteur principal, c'est-à-dire l'apprenant, par rapport aux enjeux de ces transitions. Et ça devient beaucoup plus grave au niveau secondaire supérieur, parce que c'est là où les enjeux changent. Cette fois-ci, c'est l'avenir, c'est un jeune qui se projette, qui prépare un avenir, mais également une société de plus en plus, une société de savoir qui a besoin de ressources humaines très bien formées avec la capacité concernant l'innovation, comprendre les mutations multiples que la société traverse, comme les salariés de demain. En réalité, si on regarde le temps long, en réalité, les enjeux sont beaucoup plus importants quand on parle de la transition entre secondaire et supérieur. Et c'est pour ça que, finalement, la transition, on peut le définir comme le degré auquel l'élève ou l'étudiant s'adapte à son environnement d'études et permettant d'apprendre son métier d'élève ou son métier de collégien, métier de lycéen, est une question également très importante. Le passage implique un apprentissage, c'est-à-dire on ne peut pas faire la transition sans changer, sans avoir appris des choses. Et ça, dans la tradition de l'Antiquité grecque, dans l'Antiquité grecque, ce débat existait. Dans la tradition de l'université britannique, notamment, c'est un débat très récurrent depuis le XVIe, XVIIe siècle. Déjà, vous voyez donc l'ancienneté de la question, mais également aux États-Unis dès le début, parce que les Américains ont récupéré la tradition britannique dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc,
Euh, il y a une acculturation indispensable aux règles, aux routines intellectuelles et sociales de l'université. En réalité, il y a un apprentissage de la transition, c'est-à-dire, et la transition ne s'arrête pas uniquement au niveau des institutions scolaires et universitaires, mais également tout au long de notre vie. Et c'est pour ça que le mouvement permanent par lequel, comme disait la Passade, l'homme comme totalisation en cours, sans jamais totalité achevée, parce qu'il est dans la théorie la Passade de l'inachèvement permanent de notre existence et des êtres humains, finalement, c'est un apprentissage, c'est une conscience, et c'est important que l'école ou le système éducatif et l'université participent à faire apprendre la transition. Et également, si vous regardez toutes les théories anthropologiques sur les rites de passage dans notre vie collective, entre la séparation et l'entrée dans une nouvelle situation. Et lorsqu'on doit également voir l'initiation, c'est-à-dire apprendre la transition, perçue comme une seconde naissance en réalité. On quitte l'identité héritée antérieure pour développer une nouvelle identité. C'est ça l'enjeu en réalité de la transition, entre autres entre secondaire et supérieur. Et c'est pour ça que nous sommes face à une question centrale, comment on peut accompagner la transition. Il y a beaucoup de modélisation dans les recherches internationales. Dans ces modélisations, on voit très bien que la transition est une expérience multidimensionnelle. Ce n'est pas uniquement un facteur, mais il y a un ensemble de facteurs qui interviennent dans la transition. Ça commence beaucoup avant, ça commence jamais au moment où on entre, on met ses pieds à l'université, mais ça commence beaucoup plus tôt quand on commence à avoir un projet, à réfléchir sur son orientation, à être accompagné par les conseils d'orientation, par les professeurs au lycée, dans les discussions informelles entre les élèves et les professeurs au lycée, mais également dans les actions beaucoup plus instituées comme le Parcoursup ou les autres démarches de l'orientation depuis le lycée. Et ensuite, il y a un processus d'identification juste au début de parcours universitaire ou dans l'enseignement supérieur, parce que la question de s'adapter à l'environnement ou développer la confiance et l'autonomie est tout de suite pesée face à chaque étudiant qui entre à l'université. Donc, c'est pour ça que, en réalité, on n'est pas né étudiant, on le devient à travers un processus développemental, c'est-à-dire on change et sans changement, on ne peut pas s'adapter. Un des modèles les plus utilisés dans le débat, c'est le modèle de 4 étapes qui montre que finalement, on a une période de la préparation dans la transition, on a ensuite la rencontre, c'est-à-dire comment la rencontre s'organise, mais comment on est également aidé dans la rencontre. Les ajustements également, les ajustements sont des changements identitaires parce qu'on doit progressivement modifier nos habitudes anciennes, notre de se défaire l'identité ancienne, le fonctionnement en tant que lycéen, et pour devenir étudiant. Et ensuite, comment on développe une réflexion critique vis-à-vis de ce parcours déjà réalisé quelques mois, quelques semaines, pour aller plus loin dans son adaptation. Donc, c'est un cycle, en réalité, un cycle qui se fait quand n'importe quel apprenant change de l'institution. Mais parfois, ce cycle est conscient, travaillé, aidé, accompagné, et parfois, ce cycle se fait dans un processus beaucoup plus silencieux. Également, il y a d'autres modèles, par exemple, qui sont beaucoup plus par rapport à la temporalité, par rapport au temps, les différents temps dans la transition, au moment de l'entrée à l'université, les premières semaines, le reste de l'année académique et la fin d'année et l'année suivante. Parce que ce sont les moments critiques où le décrochage, par exemple, se concrétise. Si vous regardez les données macro, vous allez tout de suite voir qu'il y a des moments critiques à la fin d'année, au début de l'année, où l'étudiant
décroche, l'étudiant n'avance plus, l'étudiant finalement développe une perception négative de son expérience. Ce type de modélisation, même si je ne suis pas très modélisation, parce que je pense que l'être humain est beaucoup plus complexe pour pouvoir entrer dans des modèles tout faits, mais en revanche, ça nous aide en termes d'exercice, en termes de stratégie d'intervention, ça nous aide à identifier les points critiques, les moments critiques pour pouvoir mieux cibler nos aides. Donc, les premières semaines sont des semaines très importantes et c'est pour ça que même depuis 25 ans, quand j'observe les dispositifs, je vois très bien que progressivement, les activités, les dispositifs et les initiatives se concentrent sur cette période très importante. Un des points clés évoqués dans ces recherches, mais également j'ai souligné largement dans mes travaux de recherche c'est les perceptions des pratiques d'enseignement, de climat, d'apprentissage, du support des pairs et du contexte universitaire en général. Il n'y a pas une réalité universitaire, il y a la manière dont cette réalité est perçue par les étudiants. On a en sociologie, on a une théorème qu'on appelle le théorème de Thomas, un sociologue américain, qui disait que si les gens pensent que les choses sont réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Si l'étudiant perçoit le contexte comme peu hospitalier, peu bienveillant, peu accueillant, ou l'inverse, très chaleureux, accueillant et bénéfique, son comportement change avec cette perception en réalité. Peu importe s'il se trompe dans l'interprétation de la réalité. Si on met en place les dispositifs qui ne sont pas perçus comme tels par les étudiants, finalement, c'est avec cette réalité qu'ils vivent dans leur tête, en réalité. Et c'est ça qui compte, et pas la pertinence absolue des dispositifs. C'est pour ça que surveiller cette relation que les étudiants ont avec les dispositifs est une question centrale. Alors, pour en réalité aller plus loin dans ce débat, si vous regardez les recherches nord-américaines, européennes, françaises, vous allez voir que les mots-clés pour décrire cette année transitoire entre secondaire et supérieur montrent à peu près quelle importance accorder aux différentes dimensions de cette transition. Par exemple, Tinto, dans un travail qui est très connu au niveau international, avait évoqué l'intégration sociale et académique, c'est-à-dire à la fois sur le plan intellectuel, mais également sur le plan social. C'est important l'intégration, c'est-à-dire surtout sur le plan social, c'est le sentiment d'appartenance, et sur le plan intellectuel, pas uniquement comprendre les enjeux d'apprentissage, mais également se sentir appartenir à une communauté qui, par exemple, les physiciens, les biologistes, les économistes, les sociologues, et cette identification est un point clé dans le rapport au savoir. Il y a également le mot engagement qui est très utilisé, engagement affectif, engagement cognitif, métacognitif et comportemental, pour montrer finalement la mobilisation étudiante, elle est directement liée au type d'engagement développé par les étudiants. Et enfin, par exemple, un terme comme affiliation, plutôt mis en avant dans les travaux francophones et français par Alain Coulon et les autres, sur la manière dont l'étudiant finalement est perçu par son environnement et perçoit lui-même l'environnement. Alors, tous ces mots, en réalité, toutes ces mots-clés ou ces notions ou ces concepts s'inscrivent dans une tradition, en réalité. Le problème est que, par exemple, en France, on avait une tradition, notamment à l'université, pas tellement dans les grandes écoles ou dans les institutions de petite taille, on avait historiquement un type d'accueil différent, même si on n'avait jamais la conscience qui existait, par exemple, dans le monde britannique ou aux États-Unis, notamment par rapport aux enjeux de la transition. Mais quand même, il y a une tradition d'accueil
Et il faut dire que moi, j'ai connu l'université dans la phase 2 de la massification en tant qu'étudiant. Et je voyais comment moi, étudiant étranger qui arrivera en France, un peu perdu, en train d'apprendre la langue, comment finalement on est aidé, on est accompagné, ou on se sent comme uniquement quelqu'un abandonné ou pas très soutenu dans le contexte universitaire. Cette tradition est extrêmement importante et la France est en train de construire, à mon avis, une nouvelle vision de cette question. Et c'est pour ça que les projets comme elle ou les autres projets qui sont en cours sont extrêmement importants parce que ça nous permet de vraiment, de progressivement, de transformer la culture institutionnelle pour que l'accompagnement fasse partie des pratiques habituelles et naturelles de l'université. Euh, Parce qu'on sait très bien que l'engagement dont on a parlé tout à l'heure, il, il ne préexiste pas à l'entrée à l'université. C'est-à-dire l'étudiant à l'entrée à l'université n'est pas engagé. L'engagement est un, est un, est un, est un sentiment, c'est une manière de s'impliquer ou se mobiliser qui se développe tout au long de les premiers mois et voire les 2-3 premières années d'université. Donc, sa permanence est liée au contexte, mais également sa naissance est liée au contexte. Souvent, mes collègues attendent que les étudiants arrivent à l'université avec un projet bien préparé. Ils attendent que les étudiants sachent pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Non, beaucoup d'étudiants ne le savent pas. Moi, j'ai dans le dialogue très informel, souvent avec les étudiants, je vois qu'ils n'ont pas cette conscience en réalité. Et c'est pour ça que l'engagement, en réalité, il n'y aura pas une reproduction forcément. C'est-à-dire, il n'y a pas un engagement ancien lycéen qui se reproduit d'une manière mécanique au lycée. C'est une production en réalité, parce que cet engagement, il est différent par rapport à celui qu'on vivait au lycée. Et c'est pour ça qu'il y a une continuité, mais également peut-être une rupture, parce que les étudiants qui étaient paumés au lycée ou qui ne savaient pas pourquoi ils font telle ou telle chose, forcément, ils ne restent pas paumés à l'université. Il ne faut pas accepter cette fatalité, les recherches le monde. En réalité, il faut les recherches mondes, notamment les recherches non françaises, parce que en France, on est beaucoup dans le débat des inégalités. On essaie toujours de montrer que les inégalités se reproduisent et tout. Mais également, il y en a qui réussissent. Ils réussissent très bien malgré leurs conditions initiales défavorables, leur origine sociale, leur origine scolaire défavorable. Mais quand même, on voit très bien à travers les recherches internationales que tout n'est pas joué à l'avance. Et l'échec n'est pas une fatalité pédagogique pour les étudiants. Et c'est pour ça, accompagner et aider les étudiants a un sens dans cette perspective. S'il n'y avait pas cette perspective de changement, en réalité, pourquoi il faut dépenser tant d'argent pour mettre en place des dispositifs qui reproduisent, comme certains collègues sociologues le disent dans les écrits, reproduire parce qu'ils considèrent que l'échec est un phénomène social qui s'explique par le social. Autrement dit, si vous êtes originaire d'une famille défavorisée, bah, tant pis pour vous, c'est trop tard. Il fallait que vos parents travaillent mieux pour ne pas être pauvres, par exemple, ou fassent partie de la classe ouvrière ou des autres classes. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de surveiller, de regarder avec attentivement les expériences qui sont en cours, comme le projet LED, qui nous montrent comment l'université éventuellement arrive à changer les destins. Comment l'université peut vraiment permettre le fonctionnement de l'ascenseur social en réalité. Parce que c'est un lieu de correction pour les inégalités initiales. Maintenant, on revient, pour terminer sur le débat sur l'accompagnement, pour dire que le mot accompagnement qui est souvent utilisé, c'est pas donc il ne faut pas la considérer comme un hasard, c'est-à-dire on ne dit pas par exemple ni la pédagogie ni l'enseignement enseigné, mais on utilise le mot accompagnement parce que
c'est une place différente accordée aux acteurs à l'intérieur du dispositif d'accompagnement, dans un travail d'accompagnement. C'est-à-dire, on est dans une, comme disait Boutinet, on est dans une quasi-horizontalité par rapport à une relation verticale. Autrement dit, personne-ressource, relations symétriques et co-construction. Les mots-clés, Paul ou les autres nous rappellent, dans un travail d'accompagnement. Donc, c'est toute la différence et toute la difficulté de faire accompagner parce qu'il faut exister un genre de relations qui sont très difficiles à mettre en place parce que pour éviter la verticalité et pour pouvoir permettre à chaque individu de trouver sa place. Maintenant, si on regarde des dispositifs développés en France et dans le monde entier, parce que je vous ai dit que ces dispositifs existent depuis le XVIe siècle en Angleterre, d'abord, et ensuite dans les autres pays, et récemment, les dispositifs les plus récents en France, un peu partout dans le monde. La question qui est toujours posée, quel rapport entre le curriculum, le programme général, et les dispositifs d'accompagnement? Quel type de dialogue, quel type d'association entre ces deux, parce que c'est une question cruciale. La réussite, en réalité, de ces dispositifs est liée à la manière dont ces dispositifs sont associés aux efforts pédagogiques et au contexte pédagogique. En général, nous avons trois types de dispositifs d'accompagnement, ce qu'on appelle les co-curriculaires, c'est-à-dire des dispositifs qui sont hors programme, mais qui sont là pour aider les étudiants pour mieux faire le programme. Par exemple, les cours méthodologiques tout à fait déconnectés du programme de la première année, ou la visite de la bibliothèque déconnectée du programme scolaire, de problème universitaire du premier semestre ou du deuxième semestre. Les dispositifs curriculaires, c'est-à-dire les dispositifs qui sont intégrés à l'intérieur du programme universitaire, et les dispositifs intégrés, c'est-à-dire les deux sont séparés, mais en même temps, il y a un dialogue permanent entre les deux, c'est-à-dire ils sont coordonnés, réfléchis comme un ensemble, même si les moments et les manières, et notamment les individus qui les font, ne sont pas les mêmes. Il est intéressant toujours de voir le bilan de ces dispositifs. Si on prend par exemple le tutorat en France comme un des dispositifs pionniers en France dans les années 90, on voit très bien à travers les publications des recherches que ces dispositifs ont été très souvent utilisés par les étudiants qui n'avaient pas vraiment besoin d'un accompagnement. C'est-à-dire ceux qui avaient besoin de ces accompagnements les plus fragilisés restent à l'écart de ces dispositifs, et c'était, à mon avis, une des raisons pour lesquelles beaucoup de ces dispositifs, dans les années 90 et dans les années 2000, n'ont pas réussi à changer d'une manière radicale la réalité universitaire. Maintenant, si on regarde les dispositifs à travers le monde, ça c'était le schéma précédent était un peu général, on voit très bien que ces dispositifs, en réalité, visent parfois l'apprentissage académique directement. Certains dispositifs essayent d'alerter d'une manière très rapide les plus fragiles avec les tests, avec d'autres outils pour pouvoir aller les aider, aller les chercher. En réalité, les dispositifs qui visent les compétences génériques et méthodologiques comme des éléments très importants, les dispositifs qui visent l'intégration sociale davantage, les dispositifs qui visent les interactions entre le monde académique et les étudiants, pour moi, c'est un point clé et critique et parfois à l'origine de l'échec des dispositifs. Et enfin, les dispositifs destinés aux apprentissages collaboratifs entre les étudiants. Tous ces dispositifs cohabitent. Parfois, certaines universités privilégient plutôt tel ou tel type de dispositif, mais quand vous récapitulez à travers le monde, ces dispositifs sont présents ou co-présentent dans les différents établissements selon les besoins des étudiants. Maintenant, nous avons en France une réforme importante pour revenir au modèle français, le Parcoursup. Comme moi, j'étais, malgré la vie
très critique de mes collègues sociologues ou les gens qui travaillent sur l'enseignement, je pensais toujours qu'il fallait une forme de régulation entre secondaire et supérieur. Parce que les modèles existants entre l'université et le lycée avant Parcoursup étaient un modèle vraiment insupportable et très peu utile pour aider. Mais le problème de Parcoursup est que quand l'idée a été lancée, euh, pour moi, c'est une idée intéressante, mais en revanche, le modèle mis en place, il est moins intéressant que l'idée elle-même, c'est-à-dire c'est un modèle industriel. Et je pense que pour un vrai accompagnement, nous avons besoin d'un modèle beaucoup plus artisanal de proximité. Parce que pour moi, vraiment, l'université doit être vue, comme disait Newman l'autre fois, comme un modus vivendi ou un alma mater où l'on connaît ses enfants un par un, comme un village, et pas comme une usine ou une mine. L'université, à mon avis, il faut ressembler à un village davantage pour les étudiants, pour les enseignants, pour les autres personnels d'accompagnement, qu'une grande usine ou une grande ville industrielle où les gens se croisent mais ils ne se connaissent pas en réalité. C'est pour ça que je pense qu'on doit réfléchir sur une transition apprivoisée et consciente. Consciente, c'est pour l'implication, apprivoisée pour la proximité surtout, et passer d'un monologue qui existait dans le modèle ancien à une transition une transition silencieuse à un dialogue pour construire une transition consciente. Je insiste sur le mot consciente parce que il faut que tous les acteurs impliqués donnent le même sens ou presque aux activités qui sont destinées à améliorer la transition. Moi, je pense que l'université doit avoir un contrat pédagogique comme la base d'une pédagogie de l'affiliation pour pouvoir dialoguer avec son étudiant. Avant le Parcoursup, il n'y avait aucun contrat pédagogique, ou presque aucun contrat pédagogique. Il s'inscrivait à distance, il venait dans nos cours, et on n'avait pas un dialogue préalable pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour que l'étudiant me dise pourquoi je viens. Il n'y avait pas ce dialogue entre nous. Et Parcoursup était un support intéressant éventuellement pour le développer, mais malheureusement, le modèle industriel, mais également la réponse superficielle de certains universitaires ne facilite pas souvent ce dialogue. En réalité, pour terminer, je dirais quelques mots par rapport à l'établissement, par rapport à mes collègues et par rapport aux étudiants. Parce que je ne dissocie pas mes collègues. Je ne pense pas qu'on peut transformer l'université ou avoir un accompagnement bénéfique et formateur sans une implication significative de mes collègues. Et je sais que c'est une tâche très difficile. C'est l'objet de notre livre à l'épreuve d'enseigner à l'université dont Madame la vice-présidente a évoqué tout à l'heure. Comment la transition peut devenir une mission et une culture dans l'institution. C'est-à-dire, comment une université peut considérer qu'à partir du moment où l'étudiant est dans l'établissement, c'est notre responsabilité vis-à-vis de ces étudiants de les faire réussir et de les garder. De ne pas laisser l'étudiant à échouer en quelque sorte, comme une mission, comme une culture. Et comment associer le curriculum et la pédagogie dans les dispositifs, avec les dispositifs de la transition. Une des questions clés et critiques dans mes observations quand j'ai fait des évaluations de projets similaires dans les autres établissements est que souvent il y avait des dispositifs qui étaient intéressants dans le vide, mais très peu associés au contexte pédagogique et aux activités pédagogiques, à tel point qu'une transformation, par exemple, prévue pour l'accueil des étudiants, les enseignants n'étaient pas au courant même. Quand j'ai interrogé les enseignants, est-ce que vous savez que ce dispositif existe? Ils n'étaient pas au courant. Donc, c'est ça ce que j'appelle cette dissociation très critique entre la pédagogie et l'accompagnement. Ensuite, la reconnaissance pour l'établissement de la pluralité des figures d'étudiants. Pour mes collègues, pour l'établissement, pour les gens pour les instances qui sont chargées. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes étudiants qui
qui sont prêts, qui ont un projet, qui développent une autonomie très rapidement. On a des étudiants qui vivent avec des vitesses très différentes. La transition est entrer dans un monde différent, entrer dans une période différente de leur vie. Et il faut permettre, et c'est pour ça que nous avons des étudiants qui sont davantage fragiles. Quand je dis fragile, ce n'est pas uniquement au niveau de la connaissance, mais également au niveau de la confiance, à la certitude par rapport au projet, le rapport à l'établissement et à la formation. Tous ces éléments peuvent fragiliser un étudiant. Et c'est pour ça que nous devons vraiment substituer la dichotomie réussite-échec que nous utilisons tous les temps dans notre vocabulaire, dans notre jargon, dans le dialogue avec les étudiants, avec le mot plutôt persévérance. Un étudiant qui reste à l'université, qui ne décroche pas, c'est un point très positif, même s'il redouble. Une orientation n'est pas une mauvaise chose systématiquement. Une orientation, c'est un réajustement. Ça peut être très bénéfique. Moi, dans mon livre, je montre combien les étudiants ont réussi, les étudiants qui ont réussi une année ont changé leur discipline parce qu'ils n'étaient pas, ils ont découvert que ce n'est pas pour eux. Et si on voit l'université comme l'étudiant dans le temps long, c'est beaucoup plus bénéfique de se réorienter tôt qu'aller dans une discipline qui ne plaît pas et qui peut ensuite rendre les gens moins heureux ou moins efficaces dans leur travail ou dans la société. Pour le monde académique, à mon avis, c'est comment favoriser un apprentissage de qualité et la persévérance. Moi, je pense que abandonner la dichotomie réussite-échec pour s'intéresser à la persévérance et permettre aux étudiants de rester à l'université, trouver leur chemin et réussir progressivement, sans le concours du monde académique, à mon avis, il est très difficile parce que beaucoup de choses se passent dans les cours à travers les échanges silencieux ou concrets entre les apprenants et les enseignants. En réalité, la question centrale est comment, pour les enseignants, associer, apprendre et enseigner. Ne pas enseigner, mais également comprendre qu'est-ce que c'est apprendre. Et donc, être en courant des recherches sur l'apprentissage étudiant. Et c'est l'enjeu éventuellement de la formation des enseignants dans les années qui viennent, c'est-à-dire à la place de leur dire uniquement comment il faut travailler, leur rendre conscient par rapport à la problématique de l'apprentissage étudiant. Parce que nous, on était souvent de bons étudiants, conscients, mobilisés, parce que nous faisons partie de l'élite du monde académique et scolaire. Mais les étudiants ne sont pas dans la même position que nous. Et l'écart entre nos rapports au savoir, c'est une vraie question. Ensuite, pour les étudiants, pour terminer, j'ai dit l'établissement, le monde, c'est-à-dire les instances dans l'établissement plutôt, les instances dirigeantes, mais également les instances mises en place pour accompagner les étudiants. Enfin, pour les étudiants, je pense que nous devons penser au développement de l'autonomie personnelle intellectuelle, c'est-à-dire nous devons outiller les étudiants pour pouvoir réussir la transition. Quand je dis la transition est un apprentissage, c'est-à-dire un apprentissage est toujours accompagné et nous devons donc permettre aux étudiants de s'approprier des outils intellectuels, méthodologiques, notamment à travers des compétences transversales métacognitives pour pouvoir améliorer leur intégration. Ensuite, nous devons apprendre à nos étudiants à réfléchir sur leurs pratiques et leurs croyances. C'est un travail très difficile, mais c'est un travail nécessaire pour une meilleure intégration. Et un des outils les plus importants, c'est de pouvoir s'auto-évaluer. C'est-à-dire à tout moment s'asseoir et se voir marcher. C'est un outil puissant, pas uniquement quand on est à l'université ou au lycée, mais également quand on est dans le monde du travail et en tant que citoyen. Et pour pouvoir s'autoréguler et maîtriser son temps. Par exemple, un des outils que j'ai trouvé très bien développé au Canada, j'ai testé partiellement en France
pour voir est-ce que ça marche. C'est un portfolio évolutif où l'étudiant est en dialogue permanent avec soi et avec les autres à travers un outil collaboratif qui peut lui aider de prendre cette distance critique et de la hauteur par rapport à ses apprentissages. J'arrête là parce que j'ai dépassé 6 minutes le temps prévu. Je suis vraiment désolé. J'étais pas très discipliné et je vous présente mes excuses. Alors, je reprends la parole. Excusez-moi, il y a des problèmes de son visiblement avec mon micro. En tout cas, un grand merci pour cette présentation qui est d'un optimisme et d'un réalisme tout à fait convaincant. J'espère en tout cas que nos auditeurs ont effectivement pris note effectivement des nouvelles de vos préconisations, hein, de vos analyses, mais aussi vous donner vraiment des pistes de réflexion et d'action qui sont très intéressantes. En tout cas, ce dialogue avec les étudiants, avec les différents services et au niveau du SCO comme du supérieur, on voit bien que c'est au cœur effectivement de faire évoluer nos pratiques. Et puis cette notion de réflexivité à la fois des étudiants et nous-mêmes professionnels, je pense que c'est un point central de remettre effectivement l'étudiant au cœur de cette réflexion. C'est vraiment en tout cas d'un très fort optimisme et vraiment je voulais vous remercier pour votre présentation. Alors, on va passer au temps des questions. Je vais laisser à la fois Lucie et Maxime gérer le chat. Enfin, les personnes ont effectivement, les auditeurs ont écrit beaucoup de questions, ont beaucoup réagi pendant votre intervention. On va à la fois peut-être reprendre certaines questions, puis donner la parole à certains d'entre eux. Donc, je vais me faire le relais de la première question. Lorsque vous avez présenté l'enquête qui portait sur les étudiants en 2014, est-ce que cette enquête concernait également des étudiants qui étaient scolarisés en BTS ou est-elle exclusivement centrée sur des étudiants de l'université? Merci de cette question. J'aurais dû préciser lorsque j'ai présenté le tableau. En réalité, ça, c'est global. Si je retire le secteur sélectif, c'est-à-dire les BTS, les classes prépa, notamment, et les écoles de santé, toutes les pédagogies très prégnantes, les établissements qui mobilisent une pédagogie de proximité, qui connaissent moins de problèmes, les chiffres sont un peu, c'est-à-dire les chiffres pour l'université sont plus importants. Il y a une différence. Je n'avais pas le temps, mais dans un article que je publie avec Anna Mignon dans la revue du ministère de l'Enseignement supérieur, on distingue les filières et il y a plus de détails. En réalité, c'est une très bonne remarque. L'université, en réalité, il y a des chiffres du ministère, des chiffres globaux qui sont très contestés parce qu'il y a un taux d'échec très important annoncé pour l'université. Les chiffres ne sont pas tout à fait exacts parce qu'on ne prend pas en considération notamment les étudiants qui décrochent entre fin octobre et janvier. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup plus aux chiffres publiés par l'établissement eux-mêmes qui travaillent sur les taux réels de passage ou de redoublement ou de réorientation. Je me fais le relais d'une question posée par Isabelle Viellard qui concerne encore une fois les recherches que vous avez mentionnées, en particulier sur la persévérance. Est-ce que ces recherches concernent exclusivement l'entrée à l'université ou en existe-t-il d'autres pour les autres formes d'enseignement supérieur, école, formation technologique professionnelle plus ou moins longue? Non, ces études, en réalité, ces études sur la persévérance, les études françaises sont moins importantes. Moi, j'ai essayé de montrer que, par exemple, la réorientation n'est pas toujours un phénomène négatif dans mon livre, Apprendre à l'université, en montrant des cas très concrets où la réorientation a été bénéfique, c'est-à-dire l'étudiant est resté à l'université ou allé dans une autre université, mais qui est resté dans l'enseignement supérieur. Ce qui est critique, c'est notamment quitter l'université sans une qualification, un diplôme.
et abandonner l'enseignement supérieur. Dans les autres pays, vous savez très bien que la France, on vit un éclatement, depuis toujours, un éclatement de l'enseignement supérieur depuis le XVIIIe siècle, avec la création de la première école, grande école, à rue de Saint-Père, à Paris, pont et chaussée, qui a bifurqué l'enseignement supérieur. Et depuis, donc, cette bifurcation continue avec les autres voies créées en dehors de l'université. Et dans les autres pays, cette dualité, elle est moins forte ou moins présente. La persévérance est travaillée essentiellement par les Canadiens et les Nord-Américains, mais notamment les Canadiens, pour dire qu'un étudiant perdu à l'entrée à l'université est tout à fait normal. C'est-à-dire, ce n'est pas anormal qu'un étudiant soit perdu à l'entrée à l'université. Mais c'est notre rôle en tant qu'universitaire, en tant qu'accompagnateur, de les prendre en charge et d'aider ces étudiants pour trouver leur chemin. C'est pour ça que le mot persévérance renvoie plutôt aux étudiants qui restent, qui persévèrent et qui finissent par réussir et quitter l'université. Et si on calcule la durée, parce que souvent en France, on a, même dans les données statistiques du ministère, vous avez les élèves à temps, à l'heure, et les élèves en retard. Le retard est systématiquement considéré comme quelque chose de négatif, tandis qu'on est dans un monde où la vitesse est considérée comme une valeur. Mais en éducation, considérer la vitesse comme une valeur, à mon avis, c'est une erreur fatale et une erreur qui peut détruire des êtres humains, en quelque sorte, heureux. Et je propose toujours d'abandonner ce genre de mesures, en réalité, et considérer comme des repères très importants pour sélectionner les meilleurs parce qu'ils sont à l'heure. On le dit, où ils sont en avance, considérés comme les meilleurs. Moi, je pense que c'est très mauvais comme approche. Après, le mot persévérance en France est très peu utilisé pour examiner les parcours scolaires. Mais le mot est en train de se généraliser un peu dans le monde parce qu'on a compris que finalement, l'échec, la réorientation, le redoublement, la lenteur fait partie de la vie de la nouvelle génération. Il ne faut pas écarter cette perspective et ne pas considérer comme quelque chose d'impardonnable. C'est pour ça que je fais parfois l'éloge de la lenteur pour pouvoir trouver son chemin, parce qu'il veut mieux de faire correctement son chemin que faire vite, mais pas bien. C'est pour ça que j'assimile l'université plutôt, on est vers 11 heures, on commence à avoir faim, plutôt un restaurant classique qu'un McDonald's. Il faut éviter que l'université soit un fast-food dans lequel les gens entrent, prennent leur menu, il y a 4-5 menus, ils partent, ils mangent en 5-6 minutes et ils partent. Et il faut abandonner ce modèle pour que, comme Newman disait, l'université soit un village dans lequel vous pouvez négocier avec le serveur pour changer votre légume, pour avoir une viande un peu moins cuite ou un peu plus cuite si vous n'êtes pas végétarien, donc ainsi de suite. Moi, je rêve cette université humaniste, une université qui est hospitalière et bienveillante pour toutes les figures de la jeunesse, pas uniquement une élite. Je vais maintenant me faire le relais de la question d'Amélie Béjou. Vous avez parlé de changement obligatoire chez le jeune pour s'acclimater à son nouvel environnement. Peut-on également parler de résistance au changement pour les jeunes qui tardent à se poser des questions sur leur orientation quand ils sont en terminale? Exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est face à ce phénomène parce que pour une raison, la raison, elle est à la fois anthropologique et psychosociale et humaine en réalité. C'est-à-dire, je pense que les collègues qui ont mon âge ou un peu plus jeunes, moi peut-être je suis le plus vieux ici, pendant des années j'étais le plus jeune partout, mais c'est plus le cas. On vivait une autre époque où la jeunesse en tant que groupe d'âge n'existait pas ou était très marginal. Le repère, c'est Elvis Presley, c'est la musique spécifique des jeunes, les modes de vie et tout ce que vous connaissez au niveau culturel.
Autrement dit, il y a un nouvel âge qui est créé par la société humaine par rapport à une société avant la Deuxième Guerre mondiale, où de l'adolescence, on nous projetait dans la vie adulte, avec le mariage, avec les rites de passage qui étaient connus à l'époque. Il n'existe plus cette époque. Le phénomène de Tanguy, par exemple, que vous voyez et tout le monde regarde, ce n'est pas uniquement une comédie, c'est une réalité, en réalité. Et c'est pour ça que nous ne devons pas imposer à nos élèves, à mon avis, le fait d'avoir à tout prix un projet, sachant que, par exemple, même dans les institutions élitistes, dans les grandes écoles, dans l'ENS, vous pouvez trouver des gens qui sont sans projet, mais qui sont très mobilisés pour apprendre. C'est pour ça que je pense qu'il faut aider les élèves dès le lycée d'avoir un projet. Mais les gens qui sont paumés, qui sont sans projet, des fois considérés comme les handicapés sociaux, entre guillemets. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables de se prendre en main, de se prendre en charge et pouvoir, par exemple, produire un schéma normatif que la société aujourd'hui demande à tous les jeunes. À 18 ans, dire quel est mon métier d'avenir. En 2002, quand Claude Allègre, que vous connaissez, était ministre de l'Éducation nationale, j'ai été chargé avec 20 autres chercheurs, comme à l'époque c'était Philippe Mériot et Edgar Morin, qui ont dirigé une grande enquête nationale. Moi, je faisais partie des gens qui ont fait cette enquête en région parisienne sur les lycées. Et on avait demandé, entre autres, aux lycéens, qu'est-ce que vous voulez faire après vos études secondaires? Est-ce que vous voulez aller à l'université? Est-ce que vous envisagez déjà un métier? Le nombre de lycéens qui ne répondaient pas ou répondaient mal, ou par exemple, pour les plus optimistes et les plus aventuristes, par exemple, il y avait 64 personnes qui voulaient devenir président de la République, par exemple. Mais le nombre de filles qui voulaient devenir gardiennes de la forêt, par exemple, disaient à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, je veux devenir… Moi, je ne le vois pas comme un problème, en réalité. Nous devons admettre que cette jeunesse, aujourd'hui, qui vit une période d'une vie qui n'existait pas auparavant, que nous n'avons pas connue comme telle, peut-être, nous, les générations précédentes, aujourd'hui, la jeunesse, il suffit de… Moi, je vis à Paris et quand je vis, je ne connais pas Paris, la version depuis quelques années, où les jeunes au bord des canaux, au bord de la Seine, sont en train de boire, de rigoler, de danser, de raconter, de bavarder tout le temps autour des lieux de sociabilité. On est face à cette jeunesse. On ne peut pas les transformer par la force. On doit admettre, et c'est pour ça que trouver des jeunes, très jeunes, qui n'ont pas encore un projet, il faut les aider, il faut les soutenir, il faut être avec eux, il ne faut pas les abandonner. Mais en même temps, il ne faut pas tout le temps être alarmiste par rapport, à mon avis. Après, peut-être je suis devenu vieux, donc contrairement à ceux qui deviennent conservateurs, je suis devenu révolutionnaire. J'étais révolutionnaire quand j'étais jeune, mais c'est le retour à la révolution pour dire que laissons progressivement les jeunes, laissons les jeunes trouver leur chemin. Moi, je pense que les citoyens heureux qui ont trouvé leur chemin pour une société sont plus intéressants que les citoyens malheureux qui étaient obligés de choisir leur chemin très tôt par la force, parce qu'ils étaient obligés d'avoir un projet. Et jusqu'à la fin, on a des citoyens. Moi, je préfère un citoyen mobilisé, conscient, heureux, même moins éduqué, moins diplômé que, par exemple, les citoyens qui sont bien éduqués, mais sont paumés, qui ne savent pas pourquoi ils sont ingénieurs ou cadres. Merci, M. Pailhandi. Madame Yoril Baudouin, qui est chef des services académiques à l'information et à l'orientation pour le rectorat de Reims, a une question. Peut-être on va lui laisser la parole à l'oral, ce sera plus vivant. Yoril, nous t'avons mise comme panéliste. Si tu veux, tu peux même mettre ta caméra. Voilà, parfait. Ça y est, je crois que j'y suis arrivée. Merci, Maxime. Bonjour, merci beaucoup et
J'en profite pour vous remercier pour la qualité de votre intervention parce que c'est enthousiasmant. Et les 6 minutes de débordement, c'était plus du plaisir que de la contrainte. Donc, merci. Moi, j'avais deux questions, mais vous y avez répondu en partie. Mais malgré tout, si vous pouviez compléter, ça serait un grand plaisir. Sur la question des transitions, vous aviez insisté au début en disant que c'était peut-être aussi des moments d'achoppement dans les parcours. Et est-ce que vous avez des leviers ou des préconisations à nous proposer ou des recherches sur lesquelles nous pourrions nous pencher sur les transitions pédagogiques entre le SCO et le SUP qui permettraient de sécuriser les trajectoires de nos élèves? Par ailleurs, vous étiez sur la notion de persévérance et on a bien entendu que vous n'étiez pas sur la question du projet professionnel, du projet d'orientation, mais bien sur la question des parcours. Et de la même manière, est-ce que vous avez des lectures à nous proposer, des recherches, des interventions que nous pourrions suivre? Merci. Merci pour, pour les deux questions. Je pense que pour le rôle de la pédagogie ou la manière dont la pédagogie peut aider ou travailler la transition, moi, quand j'ai appelé la pédagogie de l'affiliation, en réalité, pour moi, c'était intégrer dans la pédagogie de l'affiliation la transition, en réalité. C'est-à-dire, quand je dis intégrer, c'est-à-dire pas uniquement, par exemple, rajouter, bien sûr, c'est important qu'on les aide pour, on doit les outiller pour pouvoir vivre la transition, mais en même temps, considérer mon travail également en pédagogie, quand je fais un cours, comme quelque chose qui doit réfléchir, qui doit poser la question, est-ce que les étudiants savent pourquoi ils sont en train d'apprendre cela? Est-ce que les étudiants savent comment il faut apprendre? Est-ce que pour beaucoup d'enseignants, ce sont des banalités. Un étudiant qui ne sait pas, c'est dans un entretien qu'un collègue me dit, un étudiant qui ne sait pas pourquoi il est là ou comment il faut savoir, il n'a pas sa place à l'université. Ou on peut peut-être parfois trouver la même chose dans le secondaire, peut-être un peu moins parce que mes collègues au secondaire développent une pédagogie de proximité et ils sont beaucoup plus proches des élèves. C'est la modalité pédagogique, hein, parce qu'ils ont 20, 25, 30 élèves et ils peuvent très bien dialoguer. Donc, ils sont moins concernés ils sont beaucoup plus pédagogues, beaucoup plus attentifs, beaucoup plus développent une écoute sensible que parfois mes collègues dans le supérieur. Mais moi, je dis, chers collègues, si ma pédagogie n'arrive pas à le faire directement ou indirectement, répondre à cette question posée à ce manque chez l'étudiant par rapport à pourquoi j'apprends ça et comment je dois apprendre. Et en réalité, je fais bon mon boulot en tant qu'enseignant. En réalité, je transmets un savoir. Et transmettre un savoir, on peut également écouter une vidéo, on peut également lire un bouquin et apprendre. Mais s'il y a un enseignant, il y a une médiation humaine. Cette médiation humaine implique un dialogue. Et dans ce dialogue, j'insiste sur le mot, dans le dialogue, il y a les deux côtés, en réalité. Et comme disait Merleau-Ponty, dans un dialogue, toujours, il y a la naissance d'un autre être. Parce que le dialogue, c'est un effort pour comprendre l'autre et se faire comprendre. Et ces deux efforts, finalement, vont transformer notre identité et notre rapport au monde et à l'autre. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que ça devienne, pour la pédagogie, une nécessité, ce dialogue autour de comment apprendre et pourquoi vous apprenez ça. Pour terminer, je donne un exemple. Moi, quand j'étais à Paris, maître de conférence, je faisais un cours sur la sociologie de l'éducation. Et beaucoup de mes étudiants étaient enseignants. Et je voyais qu'ils n'étaient pas très intéressés, tandis que moi, je considérais que c'était vraiment un savoir très important pour les enseignants. Connaître la sociologie de l'éducation, c'est-à-dire les élèves, le monde des élèves, la
culture élève et tout. Et j'ai évoqué beaucoup des travaux anglo-saxons qui sont un peu plus avancés sur ces points que le monde, la France, ce qu'on connaît en France. Et moi, j'ai remarqué que les étudiants, dans leurs partiels et tout, sont superficiels, n'arrivent pas à saisir le message et tout. Et pendant des années, j'ai continué cette méthode, 5-6 ans. Et après, à un moment donné, je me suis arrêté et j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma pédagogie. Je dois dialoguer avec les étudiants autrement. Et c'est pour ça que j'ai commencé à leur demander, mais vous savez à quoi sert la sociologie pour un enseignant? Et c'est là où ça m'a permis d'avoir un dialogue, un autre type de dialogue avec les étudiants pour pouvoir situer ce savoir par rapport aux autres savoirs. C'est là où je pense que la dimension liée à la transition intégrée à la pédagogie, aussi bien en terminale, au lycée, vers la fin et au début de l'université, à mon avis, il faut construire ces ponts qui sont parfois invisibles parce que ça se déroule dans un face-à-face privé dans un cours entre 30 élèves et un enseignant ou une enseignante ou dans l'université. En réalité, c'est ça qui nous manque parfois. Et je pense que votre remarque est très importante, c'est-à-dire intégrer la transition dans l'activité pédagogique. Et enfin, pour le parcours, je pense que dans le rapport sur la transition entre secondaire et supérieur, le rapport, si vous tapez transition secondaire supérieure, que j'ai fait pour le ministère, vous allez tout de suite tomber sur mon rapport facilement avec mon nom. Vous allez voir qu'il y a tout un passage qui récapitule les recherches internationales sur cette thématique. Merci beaucoup. Excusez-moi, la connexion est partie chez ma collègue Lucie. On voulait donner la parole, si elle accepte, à Madame Laurence Naert, qui est la DRAIO de la région académique, parce qu'elle a 2 questions. On peut la passer comme panéliste. Oui, bonjour. Tout d'abord, je renouvelle les remerciements suite à votre intervention qui permet, je pense, de relativiser un peu la pression que nous avons tous sur cette réussite dans les transitions secondaires supérieures, qui est quelquefois effectivement une injonction un peu paradoxale. Et voilà, tout ce que vous nous dites effectivement sur l'échec, la réorientation permet de penser que tout n'est pas définitif. Et ça, je pense, ça fait du bien à l'ensemble des acteurs que nous sommes. J'ai effectivement 2 questions un peu plus concrète peut-être. Alors, vous venez d'évoquer en partie dans votre dernière réponse des éléments sur ma première question qui serait effectivement dans le cadre du projet L. Nous essayons de mettre en place un accompagnement des enseignants du secondaire pour effectivement faciliter la réussite des lycéens dans l'enseignement supérieur. Donc, quelles pourraient être les actions concrètes que l'on pourrait proposer en formation des enseignants du supérieur ou les thématiques qu'on pourrait travailler avec eux? Alors, vous avez parlé de notions de compétences, par exemple, qui permettraient effectivement de se dire on sensibilise les enseignants du secondaire pour qu'ils travaillent avec leurs élèves en première, en terminale, et pour faciliter effectivement cette transition. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, elle porterait, vous avez évoqué Parcoursup comme étant au démarrage pour vous quelque chose de plutôt positif et peut-être devenu ensuite quelque chose de plus industriel. Vous avez évoqué le fait d'en faire quelque chose de plus artisanal. Donc là, quelles seraient vos pistes de travail pour effectivement en faire un outil, entre guillemets, plus artisanal qui répondrait peut-être mieux aux réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui? Merci pour vos réponses. En ce qui concerne, merci beaucoup de ces 2 questions très ciblées et très pertinentes. Je ne sais pas, est-ce que je peux avoir une réponse satisfaisante parce que je ne connais pas assez bien le monde secondaire. J'avais fait l'enquête en 2000 et ensuite on est allé avec Edgar sur les lycéens, quel savoir enseigner au lycée. Et ensuite on est allé à Lyon pour un grand colloque. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez présent, très grande colloque avec plusieurs centaines d'enseignants de
des acteurs du monde lycéen. Et là, je connais vraiment très mal cet univers et en plus la formation des enseignants de secondaire, parce que je n'interviens pas dans leur formation. Mais je sais très bien que un des problèmes que nous avons avec les étudiants à l'entrée, c'est, par exemple, les outils méthodologiques pour pouvoir aborder la science ou une approche scientifique, par exemple. Pourquoi on ne développe pas un peu plus, peut-être, au lycée, en dialogue avec l'université? Je pense que ce dialogue est très important pour pouvoir mieux coordonner. Mais un deuxième élément, c'est le lien entre les savoirs. Ça, c'est quelque chose qui manque chez les étudiants. C'est-à-dire de ne pas voir les matières comme des éléments séparés, en sachant que dans certains systèmes éducatifs, comme en Finlande, par exemple, ils sont en train d'expérimenter la suppression des disciplines pour améliorer le dialogue entre les disciplines et intégrer la notion de la complexité dans le monde actuel, les phénomènes sociaux, naturels, physiques ou autres, et permettre aux élèves de ne pas voir les sciences comme des éléments séparés et disjoints. Une autre chose, c'est notamment, toujours en rapport avec les enseignants de secondaire, parfois dans la discussion avec les étudiants, l'enquête sur les étudiants, quand ils racontent leur expérience lycéenne, par exemple, il me semble que les enseignants de secondaire, parfois, ont une vision beaucoup plus toujours centrée sur la dichotomie échec-réussite, échec-réussite également dans la vie par rapport à aller dans les disciplines qui sont rentables, entre guillemets. Je pense qu'un des problèmes pour la nouvelle génération actuelle, c'est le savoir utile et le savoir désintéressé. Parce qu'ils tendent à favoriser un savoir utile. Et parfois, les enseignants, malgré eux, parfois, ils renforcent cette dimension dans la culture élève, c'est-à-dire aller vers les orientations qui sont plus utiles, où il y a moins de problèmes. Par exemple, l'université est souvent déconseillée par certains collègues dans le secondaire parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas assez soutenus, tandis que s'ils vont dans un BTS, dans un IUT, dans une classe prépa ou dans une école de santé, ils sont moins soutenus et accompagnés. C'est vrai, ce n'est pas faux d'ailleurs. Mais en même temps, l'université également à la portée des étudiants. Et je pense que les nouveaux dispositifs qui se développent à l'université permettent également aux étudiants d'avoir ce soutien et cet accompagnement. Moi, comme j'ai dit encore une fois, il est très, très difficile pour moi d'aller plus loin parce que je ne me permets pas vraiment, dans la mesure où je connais mal ce monde. En revanche, pour la deuxième question, liée au Parcoursup, je pense que nous devons collectivement dire au ministère d'arrêter la grosse machine. Nous devons dire que nous avons besoin d'un travail artisanal. Cela ne signifie pas d'arrêter le système dans le cadre totalement, mais donner plus de liberté aux universités et plus de marge de manœuvre aux universités pour un autre type de dialogue avec les étudiants et pas uniquement à travers une application. Et pour cela, nous devons, avant de contester, avant de critiquer d'une manière radicale le modèle, il faut mettre en place des expérimentations qui permettent au niveau local de voir comment on peut améliorer ce dialogue. Par exemple, est-ce que nous devons nous déplacer dans les lycées? Est-ce que nous devons inviter les lycéens à l'université en janvier ou en décembre? Par exemple, faire venir des lycéens à l'université dans les cours. Les Suisses avaient expérimenté ce modèle dans un projet qui s'appelait Boussole,
Et le projet Boussole consistait à faire venir les élèves au lycée, pas uniquement pour une journée de porte ouverte vite fait, mais pour suivre réellement les cours universitaires, pour découvrir qu'est-ce que c'est la sociologie, qu'est-ce que c'est la physique, qu'est-ce que c'est la communication, et améliorer leur connaissance du monde universitaire. Et moi, je vois le Parcoursup dans ce dialogue. Mais la condition indispensable pour établir le modèle artisanal, c'est l'implication de mes collègues, en réalité. Mes collègues en sciences humaines et sociales, dans mon université, mais dans beaucoup d'autres universités, refusent de jouer le jeu, c'est-à-dire il accepte tout le monde systématiquement. Il n'y a pas une autre manière de dévaloriser l'université et nos disciplines que appliquer ce modèle uniquement pour contester le Parcoursup ou ce qu'il appelle parfois l'augmentation des inégalités dans l'enseignement supérieur. Comme si les inégalités ou l'échec n'existaient pas avant et que ces inégalités sont en train de se développer. Le modèle ancien, qui est toujours très apprécié par ses collègues, le modèle qui existait, c'est-à-dire une entrée sans condition et une inscription libre, en réalité produisait énormément d'échecs et de déceptions et de frustrations, et on n'en parlait pas assez. C'est pour ça que je pense que nous devons prévoir, expérimenter des dispositifs innovants et ensuite aller voir le ministère pour dire que nous avons besoin de prendre en main notre dialogue avec les lycées, et pas une application, mais un dialogue humain et ouvert. On aimerait laisser la parole à monsieur ou madame Gebler, la personne qui signe comme identifiant Gebler 5. Il y a deux prises de position qui ne sont pas forcément une question, mais plutôt une remarque, un commentaire sur en particulier les enseignements en méthodologie. Si cette personne veut bien devenir panéliste, ce serait intéressant, je pense. On vous a activé le micro. Vous pouvez même activer la caméra si vous voulez. Bonjour. Alors, je cherche comment activer la caméra. Vous m'entendez? On vous entend en tout cas. Oui, on vous entend bien. D'accord. Alors, on en était à la question de la méthodologie. Oui, alors vous avez posé deux questions dans le chat. Dans mes entretiens avec les étudiants, une difficulté qui revient souvent, c'est de ne pas saisir ce qu'on attend exactement d'eux. Ça, c'était une première. Oui. Et puis ensuite, vous dites que les enseignants en méthodologie sont souvent trop descendants. Donc, c'était peut-être, je ne sais pas, c'était votre expérience? Alors, c'est vrai que je vois beaucoup d'étudiants en première année qui me disent finalement, je reçois des cours. Alors, c'était encore peut-être plus évident pendant le Covid. Je ne sais pas quoi en faire. Comment est-ce qu'il faut que je travaille? En fait, je me suis adaptée au lycée à un mode de fonctionnement. Et là, en fait, je perds mes repères et je ne sais pas ce qu'on attend de moi. Je vais en plus devoir attendre assez longtemps avant d'avoir les premières évaluations. Je ne sais pas comment interpréter mes notes. Et ça, c'est tout un travail qui est quand même globalement mené au cours du lycée. Les enseignants disent vraiment aux élèves, voilà, ce que j'attends de vous sur cette évaluation, c'est plutôt que vous sachiez argumenter, c'est plutôt que ça sera plutôt un test de connaissances. Et donc, alors bien sûr, il y a des étudiants qui ont le réflexe et la facilité d'aller vers les anciens, les plus âgés, qui fréquentent les cercles d'étudiants et qui obtiennent ces informations, qui ne sont jamais dans des plaquettes et qui ne sont pas clairement dites, en tout cas dans un certain nombre de situations. Donc ça, c'était ma première réflexion, c'est-à-dire de se dire comment je sais ce qu'on attend de moi, puisque finalement, un étudiant en réussite, c'est quelqu'un qui produit ce qu'on attend de lui et qui a compris. Et je pense que là, il y a aussi, par rapport à l'origine sociale, voilà, des facilités pour certains. Et ça rejoint aussi quand même un peu le travail sur la méthodologie pour beaucoup travailler la méthodologie au lycée.
je vois bien que en début d'année, les enseignants donnent énormément de conseils. On ne peut pas dire, même au lycée, hein, les élèves sont censés savoir comment il faut faire, comment il faut travailler ces cours. Mais en fait, ça n'est qu'en partant de leur propre expérience, par exemple, moi, dans le cadre de mes entretiens ou de petits groupes que j'anime, qu'en fait, ils prennent conscience de leur fonctionnement et que pour pouvoir provoquer du changement, il faut avoir analysé son propre mode de fonctionnement. À un moment donné, soi-même percevoir qu'on a une difficulté et là, le conseil peut être utile. Mais le conseil, a priori, en fait, ça rassure peut-être les adultes qui le donnent, mais ça ne prend pas sens parce que le temps de l'étudiant n'est pas celui de l'enseignant. Le temps de l'adolescent n'est pas celui de l'adulte. Et donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait une rencontre entre ces temps-là. Et pour qu'il y ait une rencontre, il faut effectivement, comme vous le disiez, hein, Monsieur Paivandi, arriver à s'auto-analyser. Et cette partie-là du travail, c'est ce que je pense que nous essayons de mener, nous les psychologues de l'éducation nationale, c'est aider les étudiants, en l'occurrence, ou les lycéens auparavant, à mieux se connaître, en fait, à mieux identifier leur propre mode de fonctionnement. Voilà, c'était mes réflexions. Vous voulez réagir, M. Paivandi? Je pense que tout est très bien dit. Hein. Moi, j'adhère parfaitement, entièrement à cette analyse. Moi, j'attendais éventuellement, par exemple, cette question, notamment par rapport aux étudiants. J'avais fait ce schéma que vous voyez, que je n'ai pas présenté, et pour dire qu'au final, si un étudiant ne travaille pas son apprentissage, en réalité, et il n'y a aucun moment ou aucun outil pour pouvoir travailler son apprentissage, on risque de reproduire et rester dans un cadre limité de l'apprentissage, un apprentissage moins sophistiqué, un apprentissage moins développé, tandis que dès qu'on arrive à perturber le cycle habituel pour permettre à l'étudiant de prendre une sens critique par rapport à son apprentissage, là, il y a donc progressivement la possibilité d'aller plus loin sur le plan méthodologique, le plan lien entre les savoirs, comment apprendre et tout. Mais la question centrale est à quel moment et avec quel outil nous pouvons aider les étudiants à cette prise de conscience et à cette auto-évaluation à la fois méthodologique, mais également par rapport au contenu des cours, les apprentissages. Moi, j'avais un projet, mais j'ai calculé, ça coûtait très cher, des ateliers de réflexion avec les étudiants, parce qu'il faut des petits groupes. On ne peut pas, dans un amphi de 300 personnes, régler ce genre de problème. Il faut un dialogue et il faut construire un outil pour pouvoir produire cette prise de distance et ces ateliers un lieu formateur pour les étudiants, pour leur réflexion personnelle et pour l'auto-évaluation par rapport à l'apprentissage et les aspects méthodaux, le rapport au temps, tout. La pédagogie, parfois, elle peut intégrer, ce sera moins cher, entre guillemets, pour l'université, parce que finalement, il y a un coût, tout ça. Mais très peu d'enseignants acceptent d'intégrer cette dimension dans leur pratique pédagogique en réalité. Et ce n'est pas uniquement en France, c'est un peu partout dans le monde, on est face au même problème. Et c'est pour ça que l'évaluation de l'enseignement par les étudiants, demandé en 1929 par les étudiants à Harvard, est devenu progressivement une pratique très courante après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. En France, vous savez qu'il y a un décret de Bayrou en 1997 qui rend obligatoire cette pratique. Moi, avec ma collègue Nathalie Younis, on a fait une enquête de terrain pour faire le point sur la pratique de l'évaluation, parce que le feedback étudiant peut être très intéressant pour les enseignants. Mais finalement, très peu d'enseignants sont prêts à accepter ce deal
beaucoup considèrent comme un défi par rapport à leur pouvoir en tant qu'enseignant, c'est-à-dire c'est une mise en cause de leur pouvoir en tant qu'autorité en tant qu'enseignant, le fait de donner la main à l'étudiant dans l'évaluation. Ce sont des outils qui existent ailleurs, mais encore faut-il que la culture universitaire intègre ces dimensions. Excusez-moi, je vais me faire le relais de la question de monsieur ou madame Perrin. C'est justement, et ça résonne avec ce que vous venez de dire, c'est finalement quels sont les moyens dont dispose l'université pour assurer cet accompagnement qui serait idéalement souhaité comme individuel, au vu des objectifs, des effectifs en fait très importants de certaines filières. Et est-ce que les enseignants-chercheurs ont-ils vraiment le temps pour consacrer justement du temps à consacrer à cet accompagnement à partir au cours de la première année? Excusez-moi. Exactement, c'est une question critique. En réalité, j'ai critiqué un peu mes collègues dans tous les sens, mais il faut en même temps dire que, en réalité, ceux qui vivent les grandes amphis, moi je fais partie donc, de ce groupe, on est très peu outillés pour pouvoir faire ce travail de proximité avec les étudiants. Et c'est pour ça que il faut pouvoir trouver des solutions intermédiaires pour aider les étudiants dans les filières en tension, par exemple en psychologie, où il y a 400, 500, 600 étudiants. Un modalité pédagogique qui est très peu bénéfique parce que, à la fois, on est obligé de le faire parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais en même temps, on connaît les conséquences négatives. Les étudiants ont fait le récit que partiellement je raconte dans mon livre. Par exemple, un étudiant me disait que le premier jour, la directrice du département se présente et nous dit: vous êtes 500, 600, dans 3-4 mois, vous serez 400, 300 et on commence le vrai travail. Pour dire que c'est une pédagogie cynique parfois qui se met en place malheureusement avec la pression démographique. C'est un enjeu. Moi, je ne pense pas qu'à court terme, on a des solutions miracles, mais il y a des solutions pour diminuer, atténuer cela. Entre autres, par exemple, les accompagnements, comme c'est un peu dans certaines universités, dans les universités américaines, chaque étudiant bénéficie d'un conseiller. C'est-à-dire chaque étudiant a un conseiller, advisor, qui aide l'étudiant à trouver son chemin, à régler ses problèmes. Au moins, l'étudiant sait que il y a quelque chose. Parce que la même étudiante qui me parlait de l'amphi me disait que à côté de moi, les gens disparaissaient, mais personne ne leur demandait, personne ne demandait où sont les étudiants. C'est-à-dire, ils tombaient comme les feuilles mortes, mais personne n'était sensible, ni nous en tant qu'étudiants, ni les enseignants. Ils voyaient que les gens disparaissent, mais on était incapable de faire. Et c'est pour ça, ce modèle, vous savez que dans le modèle historique en Angleterre, dans le modèle britannique, ce qu'on appelle Oxford et Cambridge, le modèle pédagogique, c'était 3 leviers en réalité. Le premier levier, c'était un enseignant référent qui voyait régulièrement l'étudiant pour faire le point sur ses apprentissages. Les tuteurs, c'est-à-dire les étudiants plus avancés qui aidaient à accompagner les étudiants pour faire leurs devoirs, pour apprendre à travailler à l'université. Et enfin, les clubs d'activités obligatoires, 4 clubs par étudiant. Et cela dès le 18e, 19e siècle. Hein, ce n'est pas une invention récente. Pour pouvoir créer cette communauté universitaire. On n'a pas de mille choix. Hein. Les choses sont là. À mon avis, on peut créer éventuellement des initiatives intermédiaires pour diminuer uniquement cette distance pédagogique, cette pédagogie froide et parfois cynique pour que les étudiants restent dans la maison et ne quittent pas la maison.
Excusez-moi. Alors, je vais reprendre la question de Marie Martinenghi, donc, qui reprend la notion d'échec. Donc, si on enlève ceux qui quittent l'université sans diplôme, n'est-il pas positif que certains redoublent ou changent de filière? Ne peut-on pas le voir comme une chance pour eux de se chercher, d'expérimenter pour trouver ce dont ils ont vraiment besoin? L'échec dans leur premier choix à l'université ne fait-il pas partie du processus d'apprentissage et n'est-il pas une opportunité pour eux de prendre le temps de se connaître et de trouver ce qui leur convient vraiment? En réalité, je ne voulais pas en même temps, je pense que la collègue qui a posé la question non plus, je pense, faire l'éloge de l'échec, c'est-à-dire pour dire allez-y, échouez parce que c'est mieux. Non, mais en même temps, il ne faut pas dramatiser. À mon avis, il faut dédramatiser. Et c'est très humain. Et Lévinas disait que parler des détours dans la vie, c'est-à-dire il y a une autoroute, mais il y a également des détours, mais on revient à l'autoroute. On sort, on fait peut-être une petite pause ou quelque chose. C'est comme ça qu'il faut voir uniquement euh, sans considérer l'échec comme forcément une bonne chose, mais pour dire que dans l'autre sens, il faut dédramatiser. Et l'échec est surtout n'est pas stigmatiser les gens échoués ou les gens qui... Moi, dans mes interviews, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui voulaient faire en 2 ans la première année parce qu'ils travaillaient à côté, par exemple, ou qui ont échoué, mais qui étaient très contents parce qu'ils ont vu que ce n'est pas pour eux, ils ont changé. Ou ils ont réussi, mais ils ont changé parce qu'ils ont compris que ce n'était pas pour eux. Mais comme c'était boursier, ils ont essayé de réussir pour continuer leur bourse. Mais ils ont quitté ensuite la discipline. Et ça montre que vraiment, l'échec-réussite, la dichotomie versus, c'est très réducteur. Il faut pouvoir, à mon avis, réajuster notre langage et notre discours et notre jargon pour pouvoir rendre l'université plus humaine. Et surtout, je te disais au ministère, et à chaque fois c'est le même débat depuis les premiers contacts avec le ministère, abandonnons la production des indicateurs, les classements des palmarès des universités. Arrêtons ça. Déjà, on a Shanghai, Teams, Leiden et tout qui tombent sans arrêt sur notre tête. Et arrêtons avec des palmarès qui n'ont pas de sens en réalité, qui réduisent les individus à quelques notes et l'université, mais également le travail universitaire. Mais vous savez donc pour quelle raison l'État pense qu'il dépense beaucoup d'argent, donc il faut des résultats et il ne demande des comptes. Il pense que ce sont des indicateurs qui révèlent si on travaille bien ou on ne travaille pas bien, sans entrer dans le pourquoi de cette question. Il nous reste 10 minutes avant la fin de ce webinaire. Je pense qu'on va aborder le dernier thème. C'est un thème qui nous tient à cœur dans le projet L, c'est celui des parents. Et ça rejoint en fait 2 questions qui sont posées dans le chat par Amélie Béjot, qui est directrice de CIO, et puis Anne Jussium, qui est une des vice-présidentes de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, sur l'importance des parents dans la transition secondaire supérieure. On a notre séminaire de travail dans le projet L se poursuit cet après-midi avec les acteurs du projet sur ce thème justement-là, de les considérer comme des interlocuteurs privilégiés, mais aussi des acteurs assez puissants de l'orientation. Donc la question, c'est comment associer les parents à cette transition. Vous avez parlé des équipes éducatives et des étudiants, mais les parents semblent avoir un rôle important. Et la question d'Anne Jussium, c'est est-ce qu'il y a des études aussi sur le rôle des parents, des étudiants dans la transition? Nous-mêmes avons eu beaucoup de mal à en trouver pour appuyer notre travail cet après-midi. Donc peut-être que vous saurez nous en indiquer. Avec une première conclusion d'Anne Jussium, la pression des parents sur la bonne orientation me semble de plus en plus importante et un élément à prendre en compte dans nos réflexions. C'est une très bonne question, mais il n'y a pas assez de recherche
sur cette question en France ou ailleurs. Il y a quelques recherches, mais souvent dans le sens où vous ne voulez pas en venir. Par exemple, le fait que les inégalités familiales et sociales qui vivent les étudiants se reproduisent à travers l'implication des parents. C'est-à-dire, en réalité, les parents qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas, éventuellement, qui ne connaissent pas l'enseignement supérieur et qui ne connaissent pas toutes les filières et les méandres de l'enseignement supérieur, ne peuvent pas, contrairement aux parents qui sont très présents, aider. Donc, moi, je pense qu'il faut un dialogue, mais en même temps, il faut considérer que c'est le moment où le jeune, progressivement, prend son autonomie et doivent voler avec leur propre aile, comme le nom de votre projet. C'est-à-dire, il faut donner cette aile, il faut rendre les étudiants autonomes. Moi, je ne dirais pas plus, mais uniquement le travail de ma doctorante, ex-doctorante, parce que maintenant elle est à terre, qui a fait sa thèse sur les étudiants en situation de handicap à l'université et qui montre dans son travail, pour moi c'était tout à fait inédit, le rôle des parents. Les parents qui sont avec leurs enfants en situation de handicap et les parents qui sont absents. Et parfois, les parents, ça c'est la partie tout à fait inédite, en réalité, les parents se substituent aux étudiants. C'est une forme de pouvoir qu'ils exercent sur leurs propres enfants pour pouvoir leur dire, vous allez réussir, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Ils sont malheureux quand les enfants ne le font pas, comme si c'était eux-mêmes en réalité. Ça, c'est l'autre excès qui est à éviter, parce que tout à l'heure, vous avez dit également dans votre intervention, c'est-à-dire imposer certaines choses, et quand on est que certains étudiants en situation de handicap se sentent redevables à leurs parents, avec tous les sacrifices depuis des années et des années, depuis l'école primaire. Et ils essayent de satisfaire un peu le désir de leurs parents à la place de penser à eux-mêmes. Ce sont des drames un peu, des tragédies un peu invisibles que la nouvelle génération peut vivre, comme d'ailleurs les enfants qui n'ont pas bénéficié d'un soutien des parents à cause de la non-connivence entre eux. Moi, je pense que le point, si vous prenez les données macro, si vous prenez les thésards et les thésards boursiers, c'est-à-dire l'élite scientifique en France, 1 sur 3 a un parent dans l'éducation nationale. Je pense que là, on est entre nous ici, et on peut dire que finalement, les parents ont quelque chose dans cette histoire, c'est très clair. Mais pas plus que ça, on a très peu d'informations, et les informations sont souvent dans le sens où vous ne voulez pas vraiment insister, c'est-à-dire comment les inégalités se produisent, comment vous voulez impliquer des parents qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'enseignement supérieur. En réalité, c'est ça. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup d'éléments de réponse pour la question posée, je suis désolé. Merci beaucoup, en tout cas. Même malgré le peu d'éléments, c'est quand même très éclairant, je trouve. Je vais laisser la parole pour conclure à Emmanuel Leclerc. Avant, il y a 2 questions qui taraudent l'auditoire. La première, elle est adressée à M. Paivandi. Est-ce que nous pourrions récupérer votre PowerPoint? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pourrez me le faire parvenir et je le transmettrai aux inscrits du webinaire? Aucun problème, je vous envoie immédiatement après le séminaire et vous pouvez faire partager, mais également éventuellement le lien de mon rapport sur la transition. Merci beaucoup. Oui. Voilà, je pense que les 2 éléments peut-être sont utiles, mais également le dernier article publié dans la Revue française de pédagogie, dans lequel j'essaie de revoir cette question d'échec et de la réussite, et notamment critiquer les indicateurs et la manière dont parfois les autorités publiques parlent de ce phénomène. D'accord, donc ça répond en partie à la question des participants.
À tous les participants inscrits au webinaire, nous renverrons donc le lien vers le replay qu'on va mettre sur le site du projet L. Je pourrais renvoyer aussi, je vous l'avais déjà fait dans les inscriptions, le rapport que vous aviez publié pour le compte de la CNESCO, mais aussi peut-être je renverrai vers cet article de Revue française de pédagogie. Et puis, je vous mettrai aussi le PowerPoint. Alors, visiblement, vous avez eu un certain succès, Monsieur Paivandi, puisque beaucoup me demandent de transmettre ce webinaire à leurs collègues qui ne sont pas présents. C'est plutôt très positif, je pense. Merci encore une fois, Monsieur Paivandi, hein, pour cette intervention. C'est un petit peu difficile de clore ce moment un peu suspendu, avec toute l'humanité qui a transpiré de cette conférence. Effectivement, je pense que nous allons aussi réfléchir à diffuser un maximum le replay auprès de nos collègues. C'est un point important. Et puis, je pense également, au-delà effectivement des références, nous pourrons peut-être mettre une courte bibliographie de vos ouvrages, notamment de vos articles, sur ces questions qu'on pourra aussi un petit peu plébisciter auprès des personnes qui ont participé, mais aussi de nos collègues. En tout cas, c'est difficile de clore ce moment, de nous séparer, mais en tout cas, encore un grand merci. Nous allons, en tout cas dans le cadre du projet, je pense que de temps en temps, quand nous aurons d'ici quelques années, puisque le projet dure encore 8 ans, hein, nous avons un projet qui dure sur un long temps, quand nous aurons un petit coup de mou, on refera aussi un petit coup de replay. Ça sera important de revenir un petit peu sur déjà tous les données que vous avez pu nous mettre en avant, et puis les conseils, et puis effectivement, ce que vous avez pu évoquer, développer ce matin, servira à la réflexion qu'on pourra avoir cet après-midi et dans d'autres journées consacrées au projet L, et permettra, j'espère en tout cas, à nos actions d'être efficaces et de mettre effectivement du lien, de la réflexivité, de l'humanité dans ce passage entre le secondaire et le supérieur, et puis effectivement de remettre un peu de lenteur, parce qu'on a bien compris que les transitions, mais allons-y, que les bifurcations de parcours n'étaient pas forcément considérées comme un échec, mais bien au contraire comme une forme de réflexivité sur soi. Et donc, on va continuer, en tout cas, à apporter un petit peu votre message dans ce projet. Merci encore. Merci aussi aux auditeurs qui ont été nombreux. Nous diffuserons effectivement l'information, donc restez connectés sur notre site internet www.projetel.com et sur nos Twitter et autres supports que nous pourrons avoir. Vous aurez effectivement les replays et les informations sur la suite du projet. Un grand merci et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je regarde avec beaucoup d'optimisme votre projet parce que c'est très important pour la recherche de connaître les résultats de ces projets et notamment les effets produits sur le terrain et les conclusions. On attend impatiemment plus d'informations par rapport à ce projet et également son devenir après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne continuation à vous. Merci, au revoir.